Je pense que vous avez les images qu'il vous faut. Bien, mes chers collègues, nous accueillons Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, qui vont nous présenter le projet de loi de finances pour 2025 adopté hier en fin d'après-midi en Conseil des ministres. Concernant le calendrier d'examen du PLF, nous débuterons en commission par l'examen de la première partie mercredi prochain, 16 octobre à 17 h. Nous poursuivrons les jeudis 17, vendredi 18, samedi 19 octobre. Le délai de dépôt des amendements est fixé au dimanche 13 octobre à minuit, c'est-à-dire dans la nuit du 13 au 14 octobre. En séance publique, la discussion de la première partie devrait se dérouler du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre en vue d'un vote solennel sur l'ensemble de la première partie qui devrait avoir lieu le mardi 29 octobre après les questions au gouvernement. Je rappelle à ce propos qu'il faut que la première partie du PLF soit adoptée ou considérée comme adoptée avant de pouvoir passer à l'examen de la seconde partie. L'examen de la seconde partie en commission des finances commencera le lundi 28 octobre jusqu'au lundi 4 novembre. La commission se saisira successivement de toutes les missions qui seront à l'ordre du jour de la séance publique à compter du mardi 5 novembre et jusqu'au lundi 18 novembre. Il faudra également examiner en commission les articles non rattachés le mercredi 6 novembre en vue d'un passage en séance publique le lundi 18 novembre. Le vote solennel sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2025 interviendrait donc le mardi 19 novembre, sauf à ce que l'examen de l'ensemble des articles et des amendements ne soit pas achevé à cette date et qu'il convienne d'ouvrir des jours supplémentaires de séance, auquel cas, en tout état de cause, du fait du délai de 40 jours imposé pour l'examen en première lecture de l'Assemblée nationale et dans la mesure où la lettre récapitulative faisant partir le décompte de ce délai devrait être adressée à la présidente de l'Assemblée demain, nous pourrions être amenés à siéger jusqu'au jeudi 21 novembre. Nous aurons pu avoir, avant même le début de l'examen du PLF dès lundi prochain, 14 octobre à 15 h, un débat en séance publique sur la dette, puis le lundi suivant, 21 octobre à 16 h, un débat d'orientation et de programmation des finances publiques qui portera sur le plan budgétaire et structurel national à moyen terme que la France doit transmettre aux institutions européennes d'ici le 31 octobre et dont nous devrions avoir connaissance d'ici le 16 octobre. Outre ces deux débats, un débat en séance publique sur les finances publiques locales se tiendra le jeudi 24 octobre à 9 h et le traditionnel débat sur le prélèvement sur les recettes en faveur de l'Union européenne aura lieu le vendredi 25 octobre à 15 h. Je me réjouis que le gouvernement ait accédé à ces différentes demandes de débat en séance publique. Avant de vous donner la parole, messieurs les ministres, je voulais juste faire remarquer que nous avons eu, mais on l'a vu quand vous êtes venu la dernière fois, un certain nombre de retards par rapport à la loi organique pour avoir les informations. Et que, pour ma part, même si je sais que vous n'êtes pas directement responsable, mais je vous le dis quand même, et je crois que je traduis là la pensée de beaucoup de commissaires, le fait que nous ayons eu à certains moments la presse qui nous informe sur des éléments du budget avant même que nous les ayons a été fort peu goûté, je dirais. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, même si je vous remercie de l'effort qui a été fait hier d'envoyer le PLF avant que vous le présentiez à 15 h à la presse et qui a été envoyé à tous les commissaires. Messieurs les ministres, nous vous écoutons. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames et Messieurs les commissaires aux finances. Au lendemain de la présentation du projet de loi de finances pour 2025 en Conseil des ministres, et comme le veut la tradition, je suis heureux d'être présent avec Laurent Saint-Martin ce matin pour répondre à vos questions et entamer ainsi le parcours législatif de ce projet de loi de finances pour 2025. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, notre pays se trouve dans une situation inédite et il se trouve à un moment pivot. Nous sortons d'une crise sanitaire sans précédent, nous avons traversé une crise énergétique majeure, la guerre est en Europe et l'escalade au Proche au Moyen-Orient fait peser des risques majeurs pour notre économie. Ces chocs ils marquent encore notre économie d'abord. Notre croissance subsiste, mais elle a eu besoin, y compris au niveau européen, d'être relancée avec des investissements publics massifs. Elle reste atone sur l'ensemble du continent européen. Et dans ce contexte, c'est bien l'ensemble de nos économies qui font face à un ralentissement qui fait lui-même courir un risque d'affaissement productif, voire d'effacement, face à l'interventionnisme agressif de nos concurrents internationaux, en particulier de la Chine et des États-Unis. Ce ralentissement, il impliquera d'ailleurs un agenda de compétitivité nouveau au niveau européen.
Parce que sans meilleure coordination de nos politiques économiques et industrielles, sans une défense ferme et résolue de notre tissu productif, sans un investissement massif, public comme privé, dans l'industrie, dans les transitions écologiques et numériques, les économies européennes seront condamnées à cet affaissement. Dans ce contexte, la France résiste. Sa croissance est meilleure que la moyenne des autres pays de la zone euro. L'INSEE vient d'ailleurs de relever de 0,1 point sa prévision de croissance pour le 4e trimestre 2024. Elle devrait s'élever pour l'ensemble de l'année à 1,1%. Le chômage de masse n'est plus le fléau que nous avons connu, puisque le taux de chômage est même proche de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 7,3%. Des usines rouvrent, nos exportations augmentent, notre pays est le plus attractif de la zone euro et l'inflation continue à baisser de plus de 4% l'année passée à moins de 2% selon nos prévisions pour l'année à venir. Nos fondamentaux économiques sont donc relativement solides et nous le devons d'abord à l'agenda ambitieux de réformes qui ont été portés depuis 2017 et à l'action constante et déterminée des gouvernements qui se sont succédés. Je ne rappellerai pas les impôts qui ont baissé de 60 milliards et qui ont montré l'efficacité d'une doctrine fiscale stable. Je ne rappellerai pas la réforme du droit du travail et de l'assurance chômage qui ont permis de viser le plein emploi, parce que, faut-il le rappeler, le travail est le meilleur moyen de créer de la richesse. Je ne rappellerai pas la réforme des retraites et la progression du taux d'emploi des seniors. Je ne rappellerai pas l'investissement dans la recherche. Je ne rappellerai pas l'effort sans commune mesure dans l'apprentissage qui a permis d'atteindre 1 million d'apprentis. Je ne rappellerai pas les différents paquets de simplification. Je ne rappellerai pas tous les travaux qui ont été menés, y compris par les parlementaires dans cette salle, de transformation et de modernisation de notre économie. Est-ce suffisant? Évidemment non. Et c'est tout le travail qu'il nous reste à mener. L'économie française résiste, je le disais, mais notre dette publique est colossale. En 2024, elle devrait, je le rappelle, s'établir à plus de 3 300 milliards d'euros, soit près de 113% du produit intérieur brut. Elle est bien sûr un résultat combiné, le résultat combiné de 50 budgets nationaux en déséquilibre et d'une dépense publique qui n'a cessé d'augmenter quasiment chaque année dans les dernières décennies et qui nous place désormais comme le pays de l'Union européenne avec le plus fort taux de dépenses publiques. Elle est aussi le résultat, il faut le reconnaître, de la réponse efficace et massive que nous avons apportée aux crises financières, sanitaires, énergétiques qui se sont succédées. Mais la question de la dette ne peut pas être résumée, mesdames et messieurs les députés, à une question financière. C'est d'abord un enjeu de souveraineté, parce que si nous ne pouvons plus nous financer sur les marchés à des coûts raisonnables, nous ne pourrons pas continuer de préparer l'avenir, le relèvement de notre industrie et le soutien aux infrastructures énergétiques. C'est aussi bien sûr un enjeu de crédibilité, puisque, vous le savez, nous sommes le 3e pays le plus endetté de la zone euro. Et c'est donc pour cela que nous vous présentons un budget et une trajectoire macroéconomique et budgétaire, dont l'objectif est de passer sous le seuil des 3%, comme l'a annoncé le Premier ministre, à partir de 2029. C'est un seuil qui nous permettra simplement de stabiliser notre endettement et donc de nous fixer un horizon de désendettement à partir de 2027, et si les prévisions de nos partenaires européens sont justes, à partir de 2027, nous serons le seul pays à être au-delà du seuil des 3% de déficit, puisque l'Italie et la Finlande devraient passer sous ce seuil en 2026. La dette, c'est enfin évidemment une question d'économie et de société, puisque nous paierons cette année probablement plus de 50 milliards d'intérêts de la dette, et si nous ne faisons rien, en 2027, cela deviendra le premier poste budgétaire de l'État. Autrement dit, nous rembourserons nos emprunts pour un montant plus important que nous n'investissons dans notre sécurité, dans notre tissu socio-économique, et je pense qu'aucun de nous ne peut se résoudre à cette fatalité. Pour y arriver, cela implique évidemment de bousculer nos pratiques, notre façon de dépenser de l'argent public, d'agir collectivement, et c'est pour cela que l'objectif premier de ce budget, la trajectoire qui l'accompagne, c'est de réduire notre déficit et de contenir notre endettement. Ce sera difficile. Il n'y a évidemment aucune possibilité de ne pas avoir cette sincérité à l'heure où nous vous présentons ce budget. Ce sera difficile et ça nécessitera des efforts sans doute nouveaux, y compris dans notre manière d'aborder la dépense publique. Et je pense que mon collègue ministre des Comptes publics y reviendra, notre manière de suivre l'exécution de la dépense publique. Mais ce sera
absolument nécessaires pour protéger la signature de la France et plus largement pour assurer notre stabilité macroéconomique. Nous devons donc interroger l'ensemble de nos dépenses publiques, et je pense que le débat parlementaire le permettra très largement, alors que nos dépenses publiques pour les services augmentent et que les citoyens n'en sont pas plus satisfaits. Vous connaissez les nombreux leviers que nous pourrons actionner. J'en cite quelques-uns. La simplification et la réforme de l'État, la maîtrise de la dépense de l'État, de la dépense sociale et de la dépense locale, la maîtrise de l'ensemble des emplois publics qui sont évidemment nécessaires sur le long terme pour avoir une réponse durable et pérenne dans le rétablissement de nos comptes. C'est tout le sens de ce budget qui se veut aussi un budget protecteur de nos leviers de croissance et de transformation, dont certains importants. Je parlais de l'apprentissage, j'aurais pu également mentionner les leviers de décarbonation et de soutien à l'activité, ont été enclenchés ces dernières années et ont prouvé leur efficacité à la fois sur la croissance, sur l'emploi et sur notre capacité à soutenir la recherche et l'innovation. Pour atteindre crédiblement cette trajectoire et ce déficit de 3% en 2029, nous avons besoin d'encre solide, crédible, qui marque notre volonté très forte de redresser les comptes publics. Et c'est ce qui explique aussi le choix d'atteindre un déficit de 5% en 2025, un effort qui portera d'ailleurs très majoritairement, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, sur la baisse des dépenses plus que sur les prélèvements obligatoires dans un des pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Les efforts qui seront demandés, qui seront temporaires pour les contributions exceptionnelles, qui seront permanents pour nos dépenses publiques, ils devront être, et je voudrais insister sur ce point devant vous, accompagnés de réformes profondes, de réformes structurelles qui doivent durablement améliorer l'efficacité de la dépense publique, évidemment. Avec Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, avec Laurent Saint-Martin, ministre du budget et des comptes publics, nous engagerons un plan de simplification et de modernisation du service public, avec l'objectif affiché de générer des gains durables d'efficacité, tout en améliorant la qualité du service public pour l'ensemble de ses usagers. Je souhaite également, je sais que c'est une question qui a été beaucoup discutée dans cette commission, que nous puissions améliorer la qualité de nos prévisions et du suivi de nos comptes. Il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions concernant les écarts de prévision, tant en dépenses qu'en recettes sur le budget de l'État en 2023 et en 2024. Personne n'a rien à cacher et toute la transparence sera évidemment faite et toutes les informations nécessaires seront communiquées à l'ensemble de la représentation nationale. Je voudrais ici rappeler qu'une mission de l'Inspection générale des finances a rendu ses conclusions à l'été 2024 sur les causes des écarts qui ont été constatés, même si d'autres écarts ont pu être constatés depuis. Il reste notamment à en tirer les conséquences opérationnelles dans l'organisation de nos travaux et des services. Et sur ce point, nous lancerons conjointement un plan d'action pour améliorer la qualité et la transparence des prévisions de finances publiques sur la base de cette mission, en associant, si elle le souhaite, la représentation nationale pour disposer en permanence d'un diagnostic le plus actualisé possible, à la fois sur le suivi de notre dépense et puis sur les prévisions de recettes. Nous vous présenterons, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, un point d'étape sur le renforcement de ces outils et des procédures de prévision avant de la fin de l'année 2024. Ce n'est qu'une fois que nous avons posé ce diagnostic et que nous avons mis la focale sur la réduction de la dépense publique que nous pouvons parler et évoquer les prélèvements exceptionnels temporaires et ciblés qui seront nécessaires pour l'exercice 2025 pour réduire notre déficit. J'insiste, vous vous en doutez, sur le caractère temporaire de ces hausses d'impôts qui ne doivent pas pénaliser notre développement, qui ne doivent pas s'inscrire dans le temps. Je n'ai pas non plus besoin de vous rappeler le soutien qui a été accordé de manière durable et constante par les précédents gouvernements aux entreprises, à la fois face aux crises et dans leur croissance tout au long de ces 7 dernières années. C'est pour cela donc que nous proposons que les plus grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et qui sont bénéficiaires, payent un complément exceptionnel sur leurs profits. Cela devrait représenter 8 milliards d'euros pour 2025, 4 milliards d'euros pour 2026 et concerner 440 groupes.
C'est un effort important que nous demandons, nous en avons conscience, mais c'est un effort nécessaire et, je le rappelle, temporaire. Et je voudrais ici souligner l'esprit de responsabilité qui a animé de très nombreux représentants de grandes entreprises qui se sont dit explicitement prêts à contribuer de manière exceptionnelle et temporaire au redressement des comptes, car ils savent, comme nous, que le coût de financement de l'État sera étroitement lié au coût de financement des entreprises et à la bonne santé macroéconomique du pays. En responsabilité, mesdames et messieurs les députés, nous devons aussi reporter la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Je n'ai pas changé d'avis, nous n'avons pas, je crois, changé d'avis sur cet impôt qui pénalise en particulier notre industrie. Cette baisse reprendra, elle devra reprendre dans 3 ans, nous l'inscrivons dans la loi, même si nous ne pouvons pas nous le permettre budgétairement aujourd'hui. Il en va de notre sérieux budgétaire. C'est aussi la raison pour laquelle nous poursuivrons la trajectoire d'évolution du malus automobile qui doit permettre d'inciter les constructeurs français et étrangers à déployer en priorité une offre de véhicules électriques sur notre territoire. C'est aussi un marqueur de notre ambition de décarbonation et de verdissement de notre système fiscal. C'est enfin avec ce même objectif de verdissement que nous proposerons par amendement une hausse de la taxe sur les billets d'avion et l'inclusion des jets privés dans le périmètre de celle-ci. L'augmentation sera mesurée, mais il nous apparaît normal et légitime que ceux qui voyagent beaucoup en avion contribuent davantage aux investissements que nous avons à faire pour la transition écologique. En conclusion, même si, vous le savez, l'outil fiscal est nécessaire à court terme, si nous voulons viser dès 2025 un rétablissement de nos comptes publics à 5% de déficit, ce qui emporte un ajustement de plus de 1 point, un ajustement relativement inédit dans notre histoire récente, nous conservons notre doctrine en maintenant une politique de l'offre et un soutien ferme et pérenne à l'activité. Et en ce sens, j'ai entendu les interrogations qui se sont légitimement exprimées. Je vous le redis ici devant vous, je m'engage personnellement, et je pense que mon collègue Laurent Saint-Martin partage cette conviction, je m'engage personnellement à ce que chaque proposition documentée qui permettra de remplacer 1 euro de fiscalité par 1 euro d'économie sera instruite et retenue à chaque fois que ce sera possible. Pour terminer, mesdames et messieurs les députés, ce projet est évidemment un projet. Il est donc perfectible. Il est encore plus perfectible au vu des délais d'élaboration qui ont été les nôtres. Il est entre vos mains et nous sommes à votre disposition pour une discussion dont nous ne doutons pas qu'elle sera à la fois sincère et constructive. Avec mon collègue Laurent Saint-Martin, nous sommes à votre disposition et nous voulons être collectivement à la hauteur du moment que nous traversons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, cher Antoine Armand, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, je me réjouis également à mon tour de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce projet de loi de finances pour 2025. Comme je l'avais dit d'ailleurs lors de notre première audition devant votre commission, et cela a été rappelé par le ministre de l'Économie, nous avons préparé ce budget dans des circonstances exceptionnelles. Je souhaite d'ailleurs saluer et remercier publiquement aujourd'hui l'ensemble des administrations de mon ministère et de celui d'Antoine Armand qui ont œuvré jour et nuit pour finaliser ces textes financiers et leurs annexes. Je les en remercie et je remercie par la même occasion Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, ainsi que l'ensemble des administrateurs ici, votre compréhension suite à un calendrier totalement atypique que nous subissons également. Ce calendrier contraint n'est pas sans conséquence sur le contenu du texte que nous vous présentons. Faute de temps, le texte initial n'inclut pas certains ajustements souhaités par le Premier ministre et qui ont été annoncés dans le cadre de la déclaration de politique générale. Et ces ajustements seront donc portés par voie d'amendement. Je me suis engagé devant vous à respecter les prérogatives budgétaires du Parlement. Je tiendrai cet engagement en étant très transparent avec vous sur les propositions complémentaires que nous porterons lors du débat parlementaire, autant que les arbitrages actuels le permettent. J'y reviendrai au fil de mon propos, si vous le voulez bien. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté très clairement le cadre macroéconomique dans lequel s'inscrit ce PLF pour 2025, les enjeux relatifs au niveau d'endettement de la France, nos propositions en matière de fiscalité des entreprises, ainsi que la nécessité impérieuse de préserver la croissance et l'activité économique. Je n'y reviendrai donc pas. Je vais structurer mon propos en 3 points.
D'abord, le cadre de responsabilité que fixe ce budget et la méthode que nous vous proposons pour redresser nos finances publiques. Ensuite, je préciserai concrètement le contenu du budget que nous vous soumettons pour 2025, avec un certain nombre d'exemples précis. Et puis, je reviendrai enfin sur les propositions complémentaires que nous porterons lors du débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, eu égard des contraintes de temps que je viens d'indiquer. D'abord, le cadre de responsabilité que fixe ce budget et la méthode de travail que nous vous proposons. Je m'étais engagé devant vous, vous vous souvenez, à avoir toujours un discours de vérité, et je ne changerai pas. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 proposent à eux deux un effort de redressement de nos comptes publics de 60 milliards d'euros dès l'an prochain. Il s'agit d'un effort urgent pour parer à la dégradation de nos finances publiques. Il s'agit d'un effort inédit par son ampleur. Il s'agit surtout d'un effort nécessaire pour ramener le déficit public à 5%. J'insiste sur ce point car il est capital. L'effort que nous devons fournir pour atteindre les 5% de déficit l'an prochain est bien de 60 milliards d'euros, soit 2 points de PIB. Et vous le savez, le déficit pour 2024 devrait atteindre et légèrement dépasser les 6%. Et nous serions d'ailleurs bien au-delà si le précédent gouvernement et nos prédécesseurs, notamment Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, n'avaient pas déjà réagi très vite au cours de l'année 2024, notamment avec la signature par le Premier ministre Gabriel Attal de l'annulation par décret de 10 milliards d'euros de crédits en février dernier, ainsi que le freinage de la dépense de l'État avec des gels complémentaires sur la fin de gestion 2024 qui avaient d'ores et déjà été proposés. Et à cela, j'ajoute le travail évidemment préparatoire des lettres plafonds qui avaient déjà préparé le freinage nécessaire des dépenses de l'État lors des dernières semaines et les derniers mois. C'est essentiel car nous ne devons pas compromettre la trajectoire de réduction du déficit sous la barre des 3% à horizon de 2029 fixée par le Premier ministre. C'est ce cadre-là que j'appelle le cadre de la responsabilité. Dès lors que nous sommes d'accord sur ce cadre, il y a alors un terrain pour tracer collectivement un chemin. Et au fond, nous en revenons tout simplement à l'épure de nos institutions. Il appartient au gouvernement de proposer le cadre de soutenabilité de nos finances. Et c'est évidemment au Parlement et aux deux assemblées qu'il reviendra de disposer des voies et moyens de ce redressement. Ce chemin, je suis prêt à le travailler avec vous, main dans la main, avec également toutes les parties prenantes au centre de ces débats-là. Ce sera le cas des partenaires sociaux, ce sera le cas évidemment des collectivités locales, mais j'insiste sur le caractère intangible de ce cadre. Il serait, je le crois profondément, irresponsable d'en sortir. J'ai entendu finalement dans le débat préparatoire beaucoup de lignes rouges, et elles sont évidemment très saines en débat démocratique. Moi, je n'en aurais qu'une seule, celle de redresser nos comptes publics, tout simplement parce qu'il le faut. Nous devons faire des choix courageux aujourd'hui pour ne pas avoir à faire des choix douloureux demain. Je veux maintenant vous présenter la proposition qui est celle du gouvernement à travers ce texte et qui a aussi le mérite d'écouter beaucoup d'autres propositions. Il y a finalement, nous le voyons dans les premières propositions ou contre-propositions que nous entendons depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des volontés de passer davantage par le levier de la recette fiscale, d'autres davantage par la baisse de la dépense publique. Et finalement, le texte que nous vous présentons n'est pas un consensus mou, loin s'en faut, mais une proposition d'équilibre réaliste et responsable que nous considérons comme nécessaire. C'est un chemin certes perfectible, mais équilibré. Nous proposons cet effort de redressement qui est un effort partagé. Et d'abord partagé entre toutes les administrations publiques si nous regardons la baisse de la dépense. Un effort partagé entre tous les ministères et un effort partagé surtout car aux 2/3, il s'agit de baisse de dépenses et 1/3 pour des contributions et notamment exceptionnelles, ciblées et temporaires pour une grande partie d'entre elles. Parce que pour bâtir ce budget, nous nous sommes imposé une règle. Pour 1 euro de recettes supplémentaires, nous exigeons 2 euros d'économie en face. C'est le 2/3, 1/3. En somme, nous avons fait pour le gouvernement ce que la Constitution et la loi organique exigent au Parlement, c'est-à-dire que nous avons systématiquement gagé, comme on dit. Et cette règle d'or, je vous propose de la conserver tout au long de nos débats, autant que faire se peut, pour garder ce quantum d'efforts de redressement de nos finances publiques. Car le fond de ma pensée, c'est que si les solutions divergent fortement entre groupes politiques et entre forces politiques,
Je crois profondément que chacun ici a pleinement conscience de la nécessité de redresser nos comptes publics et de réduire le déficit pour la souveraineté de notre pays. Car c'est d'abord par la hausse de la dépense de nos finances que le déficit s'est creusé, et donc nous pensons que c'est prioritairement par la baisse de la dépense que devra passer cet effort-là. Baisser des crédits après des années de hausse, ce n'est pas un gros mot, ce ne doit pas être un tabou, mais une nécessité. Et le tiers restant, environ 20 milliards d'euros, sera porté en majorité par des contributions fiscales, dont une majorité seront exceptionnelles, temporaires et ciblées sur les grandes entreprises et sur les ménages qui peuvent participer à cet effort de solidarité. Pourquoi ai-je parlé d'un partage entre toutes les administrations quand j'évoque la baisse de la dépense publique? Tout simplement parce que c'est l'affaire de tous. Mais l'État et ses opérateurs devront montrer l'exemple prioritairement et prendre une part au-delà de la moitié de l'effort de la baisse de la dépense publique, et nous l'estimons à 21,5 milliards d'euros par rapport au tendanciel, c'est-à-dire un peu plus de la moitié du volume des modérations et baisses de dépenses, alors que l'État représente, dans les grandes masses, un tiers des dépenses publiques. 15 milliards d'euros via la quasi-stabilisation en valeur des crédits par rapport au budget voté. C'était d'ailleurs l'objet des lettres plafond signées par le Premier ministre Gabriel Attal. 1,5 milliard d'euros sur les opérateurs de l'État. Et enfin, 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires qui seront présentées par voie d'amendement. J'insiste là-dessus parce que la méthode n'est pas commune et n'est pas banale. Vous ne trouverez pas les 21,5 milliards d'euros d'économies dans le texte initial, et c'est normal. Il y aura 6,5 milliards d'euros additionnels, dont 5 notamment par les baisses de crédits dans les missions des ministères, à travers les amendements que nous présenterons en séance publique. Nous travaillerons avec les collectivités locales à un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros, afin, là encore, de contenir la progression des dépenses. J'insiste sur ce point, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Nous y travaillerons avec les collectivités locales, pas contre les collectivités locales. Et il ne s'agit en aucun cas ici de distribuer des bons ou des mauvais points, et encore moins d'enrayer l'investissement local, qui demeure un puissant moteur de croissance et d'activité dans notre pays. Nous demanderons également des économies aux administrations de sécurité sociale, en proposant de limiter à 2,8 l'évolution de la dépense sociale. Ce n'est pas l'objet de ce texte, mais il est nécessaire d'englober l'ensemble des comptes publics dans cette réflexion-là. Il n'y aura pas de casse sociale, mais nous devons effectivement freiner l'accélération du déficit de la sécurité sociale, aussi en responsabilité, dans le cadre global du redressement de nos finances publiques. Je reviens une minute sur l'effort de réduction des dépenses sur le budget de l'État et comment y parvenir. D'abord, il nous faudra faire mieux avec moins de moyens et l'assumer. Et au premier chef, proposer de supprimer des aides qui ont été exceptionnelles dans un contexte et dans une conjoncture qui l'exigeait. Je pense notamment aux différents boucliers permettant de protéger le pouvoir d'achat des ménages ou de protéger la compétitivité des entreprises. Nous devons, et c'est notre responsabilité, retirer un certain nombre d'outils de protection alors que les crises sont derrière nous et alors que la crise de l'inflation, surtout, est derrière nous et que cette même inflation, comme le ministre de l'économie l'a présenté, est estimée à 1,8% en 2025. Par exemple, nous actons dans ce budget la sortie définitive du bouclier tarifaire sur l'électricité en assurant des baisses de prix de l'électricité pour les consommateurs aux tarifs réglementés. On y reviendra dans les échanges, mais il est très important de comprendre que ce budget, c'est le budget de la fin du quoi qu'il en coûte, c'est le budget qui referme la page de la protection de l'État français auprès de ses concitoyens et de ses entreprises. Encore une fois, protection qui était nécessaire et qui a été tout à fait utile pour pouvoir à la fois préserver notre activité, nos emplois, mais aussi les relancer lorsque les crises étaient derrière nous. Nous ajustons aussi les soutiens publics à l'évolution du contexte économique, et en particulier les dispositifs de soutien à l'emploi. Dès lors que le chômage atteint des niveaux les plus bas depuis 40 ans, nous pouvons et nous devons, je crois, adapter nos mesures et l'ampleur du soutien. Dans le cas des aides à l'emploi, il n'est pas question de supprimer toutes les aides à l'emploi. Il est question de procéder à des rebasages, de périmétrer différemment pour toujours les rendre plus efficientes et pour les rendre plus efficaces. Nous adaptons aussi les crédits aux besoins réels. Il y a des budgets ministériels qui verront leurs crédits en baisse, non pas par la seule
technique du rabot, mais tout simplement parce que les besoins réels en face diminuent là-dessus. J'ai évidemment beaucoup entendu de remarques sur, par exemple, la baisse des effectifs dans la mission sur l'éducation nationale en 2025. C'est une adaptation aussi aux besoins démographiques par rapport à la baisse substantielle du nombre d'élèves à la rentrée 2025. Je vous cite cet exemple parce qu'il faut expliquer pourquoi il y a des baisses de crédit. Ce ne sont pas aussi et systématiquement juste un effort par le rabot, c'est tout simplement une adaptation aux besoins réels du pays. Je crois que la bonne gestion passe évidemment aussi par là. L'efficience des dispositifs, c'est aussi continuer à contribuer à des dispositifs qui dynamisent un certain nombre de comportements ou d'investissements, sans pour autant qu'ils coûtent toujours plus cher. Les aides à l'apprentissage, par exemple, je précise que nous dépensons 16 milliards d'euros chaque année pour l'apprentissage, c'est un triplement des moyens depuis maintenant 7 ans. La dynamique lancée a été un très grand succès, il faut s'en féliciter. Nous pouvons, je crois, maintenant ajuster le montant des primes sans pour autant gréver cette dynamique-là. Et je crois que là aussi, la responsabilité, c'est de savoir repenser un certain nombre d'outils pour qu'ils coûtent moins cher à l'ensemble des contribuables tout en conservant leur efficacité. Autre exemple, les aides aux véhicules. Le Premier ministre l'a dit dans sa DPG. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir 3 dispositifs différents pour accompagner la transition vers les véhicules électriques ? Il y a probablement là-dessus matière à faire mieux avec moins. Nous mobilisons aussi les opérateurs en dynamisant leur gestion, en les rapprochant et en évitant notamment de laisser la trésorerie dormante. Là aussi, l'urgence de la situation l'exige. Et puis nous réformons structurellement nos dispositifs aussi pour améliorer leurs effets économiques. Je pense là aux aides aux entreprises et en particulier aux allègements généraux de cotisations. On aura l'occasion d'y revenir. C'est à la fois une réforme pour justement pouvoir désmicardiser, comme cela a été très bien présenté dans le rapport Bozio-Wasmer, mais aussi remettre en perspective à quel point l'État, là-dessus, a permis pour près de 80 milliards d'euros ces dernières années, dont 20 milliards d'euros ces 4 dernières années, une compétitivité pour les entreprises leur permettant d'embaucher là-dessus, mais sur lesquelles nous pouvons aussi nous poser la question de la réduction et du freinage de cette baisse d'allègements généraux. Nous modérons aussi certaines dépenses qui ont été fortement augmentées depuis 2017, et il est tout à fait normal qu'elles soient sujettes à débat et qu'elles questionnent, mais nous devons aussi faire des choix que nous assumons, qui sont nécessaires pour participer au redressement des comptes publics sur des politiques qui ont été très fortement augmentées ces dernières années. On peut penser notamment à l'aide publique au développement. Oui, elle est en baisse sur le budget de 2025, c'est vrai, mais elle reste en forte hausse par rapport à 2017. Ça aura été plus d'1,8 milliard d'euros d'augmentation, c'est-à-dire plus de 70% d'augmentation depuis 2017. Donc il ne faut pas confondre freinage de la hausse de la dépense avec austérité et avec baisse drastique des moyens. C'est évidemment quelque chose à toujours remettre en perspective. Tout ça pour dire que ces économies, elles sont ciblées et qu'elles seront complétées par des propositions supplémentaires que nous ferons nous et par définition vous ferez vous et sur lesquelles vous pourrez délibérer. Elles ont pour partie été identifiées et instruites par des revues de dépenses. Et cette méthode nous paraît essentielle pour instruire des réformes structurelles, pour ne pas gréver la croissance. Tout ce que l'on se dit là ne doit absolument pas obérer la nécessité d'avoir des réformes de structure dans notre pays. Et je le dis, c'est extrêmement important. Il y a 2 temporalités. Il y a la temporalité du budget 2025 qui nécessite de faire des choix budgétaires forts et des choix de contribution exceptionnels, mais il y a aussi la nécessité de conserver un agenda de réforme de structure pour pouvoir garder une dépense toujours plus efficiente dans notre pays. Et il nous faudra aussi au gouvernement présenter des réformes de structure pour pouvoir prendre le relais finalement des mesures que nous évoquons sur ce budget-là. C'est pourquoi nous systématiserons l'exercice de la revue d'efficacité de la dépense sous l'égide du Premier ministre pour examiner tous les champs de l'action publique. Faire mieux avec moins de moyens, c'est aussi faire mieux avec moins d'effectifs et l'assumer. Nous proposons environ 2200 suppressions de postes répartis entre les ministères et les opérateurs de l'État. Là aussi, ce ne sont certainement pas des baisses aveugles et au rabot. Ce serait probablement la pire méthode
pour pouvoir assurer l'efficacité des services publics. Nous le faisons par rapport aux besoins des services publics, par rapport à la réalité des ministères. Il y aura des hausses substantielles, comme le régalien, la sécurité des Français, la justice, les armées. Il y aura aussi les effectifs de l'intérieur qui seront préservés. Et il y aura aussi des réductions sur des périmètres qui se transforment. Je pense notamment à Bercy, souvent exemplaire en la matière, et des politiques dont le nombre de bénéficiaires se réduit et sur lesquels il nous faut adapter aussi le nombre d'effectifs. Nous pouvons penser par exemple à l'opérateur France Travail qui à la fois se transforme mais aussi observe un nombre de bénéficiaires qui se réduit, et ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, mais cela a été déjà documenté par le ministre de l'Économie, nous proposons un effort de justice et de solidarité porté par des contributions exceptionnelles, temporaires et ciblées, notamment sur les ménages et les entreprises qui le peuvent. Et il y aura bien, dans les deux cas, une clause d'instinction sur ces dispositifs qui seront inscrits dans la loi. Donc le caractère temporaire sera effectivement précisé. Pour conclure, je tiens à vous répéter un mot de transparence. J'ai dit à quel point j'étais soucieux du respect des prérogatives du Parlement, et je souhaite par exemple vous présenter des propositions complémentaires que vous ne trouverez pas dans le texte et que vous trouverez lors du débat parlementaire, lors de la séance publique. En matière budgétaire, sur la justice par exemple, je considère que le garde des Sceaux dit juste quand il dit que la trajectoire fixée pour 2025 n'est pas entièrement satisfaisante à date, et donc je proposerai lors du débat parlementaire de renforcer le budget de la justice en cohérence avec l'accent mis sur le renforcement du régalien. Nous proposerons également de rehausser le budget consacré à l'intérieur, marquant la priorité que nous donnons à la sécurité des Français. Autre exemple de modification à attendre du texte, les dotations versées à la Poste et à l'ANRU seront également abondées en débat afin de préserver notre maillage territorial et d'accompagner les territoires les plus fragiles. Et puis nous proposerons également de rehausser les crédits dédiés au financement de notre patrimoine. Enfin, le rendement de la réduction du loyer de solidarité sera maintenu en 2025 à son niveau de 2024 pour soutenir la construction par les bailleurs sociaux de nouveaux logements. Et en miroir, en matière fiscale, comme cela a été annoncé par le Premier ministre, nous proposerons une extension du prêt à taux zéro dans des conditions qui devront être précisées et débattues. Je m'engage également, comme le ministre de l'Économie l'a fait, à faire plus régulièrement devant vous la transparence sur la situation de nos finances publiques. Je rendrai compte régulièrement devant votre commission des informations dont je dispose et des prévisions de finances publiques. Il me semble indispensable que vous puissiez disposer plusieurs fois dans l'année, pas uniquement lors du dépôt des textes financiers, d'états de situation précis et récents sur l'ensemble des APU, État, collectivités territoriales, associations d'administration de sécurité sociale, parce qu'il est nécessaire qu'un mécanisme d'alerte puisse aussi permettre d'anticiper soit des dérapages, mais surtout le débat que nous devons avoir ensemble. C'est tout simplement une question de bon pilotage de nos finances publiques et de la qualité de l'autorisation parlementaire et de l'évaluation que vous ferez au printemps. Je serai toujours dans la transparence, dans l'écoute et dans le dialogue avec Antoine Armand en ce sens, et nous souhaitons donc désormais que ce texte soit enrichi par les débats que nous aurons avec vous et que nous puissions le construire ensemble.